jour se lève à Montréal, Montréal s'éveille et aujourd'hui je suis très heureuse de faire un hommage au professeur Dr Basarab Nicolescu, président d'honneur du CIRET, le Centre international de recherche et d'études transdisciplinaires, que j'ai connu il y a de cela 20 ans maintenant, à São Paulo au Brésil, à l'université de São Paulo, et qui m'a mis en contact. Je suis philosophe de l'éducation de formation avec les sciences dures et notamment la physique quantique et ce monde impalpable mais présent et peut-être mesurable de l'énergie et aussi de l'énergie humaine. Donc c'est à lui que je dédie cette petite découverte qui est la table de mesure de l'énergie humaine. Je dois un remerciement à quelques amis avant de commencer, le professeur Florent Pasquier, président du CIRET, le professeur Dr HDR Frédéric Andrès, ONI, le National Institute of Informatics, qui m'aiguille et me dirige dans les travaux d'habilitation et diriger des recherches sur cette thématique et à qui je suis très reconnaissante, et à mon ami Wafa Adiadou, professeur de yoga, avec qui nous avons commencé les premiers scans, les premiers body scans de l'énergie humaine. En fait, comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que votre énergie est plutôt là, plutôt ici ou plutôt là? On va affiner cette prise de mesure. Est-ce que ce matin, vous êtes plutôt apathique? Vous êtes en mode pilote automatique? Vous êtes au ralenti, plutôt veilleuse, présent mais doucement? Vous êtes éveillé, en pleine présence? Ah, vous êtes surexcité. Alors, je reviens sur ces catégories. Hein. Donc, apathique, c'est une sensation d'être vidé, épuisé, fatigué, une lourdeur, sans force, paralysé ou même en partie physiquement paralysé. Et on va en parler. Êtes-vous sous le mode pilote automatique? C'est-à-dire qu'on est là, mais pas encore tout à fait, et on agit sous le mode réflexe. On se dirige vers sa cafetière, on se brosse les dents, on se met sous la douche, on fonctionne, mais on n'est pas vraiment là, on peut avoir des petites absences. C'est dans cet état que souvent on perd ses clés, son parapluie, ses gants, qu'on les cherche et elles sont sous notre nez, on ne les voit pas. Donc on fonctionne un petit peu sous le mode de l'économie d'énergie. En apathie, on n'a pas d'énergie du tout. En pilote automatique, c'est comme si on puisait dans les dernières réserves en fait. Hein. Ou êtes-vous en mode veilleuse, c'est-à-dire ralenti, mais au repos, c'est-à-dire bon, je vais écouter cette histoire de table d'énergie, mais je ne m'engage pas, je suis là, je reçois, je suis distancée, je suis présent mais distancée, sans m'impliquer vraiment dans l'action. Au contraire, je prends un recul et je laisse plutôt la place aux autres. C'est-à-dire qu'au niveau des lumières, c'est le contraire de plein feu, c'est la veilleuse. C'est une action qui est différée, c'est le sursis, c'est dire tiens aujourd'hui c'est mon jour de page blanche, que je dis beaucoup avec le docteur Louise Gagnon. On a toutes les deux tendance à n'en prendre plus qu'il en faut. Et puis, comment on fait pour s'arrêter? Eh bien, on fait des jours où on se met en page blanche, en mode veilleuse, au ralenti. On est présent à tout, mais sans vraiment s'impliquer, juste en étant là pour se déposer, se reposer et être à l'écoute des autres, à l'écoute du monde, à l'écoute de ce qui se passe. Est-on éveillé, en pleine présence, l'esprit aiguisé, lucide, réaction rapide, prise en charge de la situation, sentiment d'équilibre, agilité, savoir-faire?
C'est très beau cette pleine présence. Elle a été définie par les zen bouddhistes comme un beginner's mind. C'est-à-dire que c'est comme si on était au commencement. C'est comme si on se situait au début de quelque chose avec tout notre éveil. Où êtes-vous surexcité, c'est-à-dire accéléré, vous faites plusieurs choses à la fois, c'est le matin, vous avez déjà répondu 3 mails, envoyé un fax, fait 3 coups de fil, la cafetière bout, vous êtes en train de vous brosser les dents en même temps que vous finissez un courriel. Et très souvent, les accidents arrivent à ce moment-là, ou alors quand on est très fatigué, vous l'avez compris. Donc, cela a quand même des implications très importantes, notre état énergétique. Parce que cet état énergétique va influencer sur nos émotions et sur la réponse émotionnelle qu'on va avoir. Par exemple, si je suis apathique, si je n'arrive pas à bouger, si je suis à demi paralysée à cause d'un AVC ou d'une maladie comme le Parkinson ou la sclérose en plaques, on a tendance normalement à se sentir déprimé et on peut avoir un sentiment de tristesse et fuir les autres ou la situation parce que cette paralysie, elle nous déprime vraiment. Hein. Donc, avoir une sensation d'abandon et de se dire bon, à quoi bon continuer, j'y arrive plus. La réaction de pilote automatique, c'est souvent, elle va nous poser comme émotion la colère. C'est quand on se force à faire alors qu'on est fatigué. On est fatigué, on a mal dormi, la nuit n'a pas été bonne. Et puis, il faut y aller, il faut travailler. Il y a 8 heures, 10 heures de travail devant soi. On n'a pas envie, on aimerait rester au lit, on est en situation d'autocontrainte. On peut être irrité à ce moment-là. Hein. Et même être sur le mode attaque. Et surtout, ne me parle pas ce matin, s'il te plaît, parce que j'en ai beaucoup sur mon assiette. Donc, on peut aussi être, comme je l'ai décrit, en mode veilleuse, qui est une situation de neutralité énergétique. C'est-à-dire qu'on est calme, on est bien, on est détendu. Les choses sont cool, mais on ne participe pas, on ne s'implique pas. On est comme en mode économie d'énergie. Et puis, tout le monde connaît l'état éveillé, pleine puissance, bonne santé, et tout fonctionne. On se sent vraiment bien intégré. Il y a comme une complexité corps-esprit qui est là et qui fonctionne à pleine puissance. Là. On est motivé, résilient, résistant, le désir est présent. Et puis il y a ce mode surexcité que beaucoup de gens connaissent aussi, qui nous mène sur la vague. En fait, on est enthousiaste, on a du désir, ou on est vraiment sous le mode de l'adrénaline pour le fonctionnement. Et je voudrais vous donner quelques exemples de ces situations parce que je me suis rendu compte que il y a vraiment un script de capacité énergétique, c'est-à-dire que quelle que soit notre situation physique, quelle que soit notre condition physique, y compris notre condition parfois paralysée ou semi-paralysée, on peut avoir des réponses énergétiques très intéressantes en fonction de comment on se repose, on prend des haltes, on se ressource, on fait des prises de conscience et on s'observe. Donc, c'est sûr que c'est important d'apprendre à mesurer son énergie. Je vais reprendre lentement mes catégories. Donc, je peux être apathique ou je peux être en mode pilote automatique.
je peux être plutôt en mode veilleuse, je peux être éveillée, présent, et je peux être surexcitée, passionnée, intéressée par ce qui se passe. Donc, il y a plusieurs façons de se sentir. Et vous pouvez utiliser le body scan de mon ami Wafa Diadou pour dire aujourd'hui je suis plutôt ici, plutôt là ou plutôt là. Hein, en me disant bon, baisse d'énergie, je suis ok ou je suis vraiment plein pot, en pleine forme, surexcité. Donc, pour essayer de voir comment ça se passe en nous au niveau de l'énergie. Et tout le monde se perçoit. Hein? Il y a beaucoup de mots populaires pour dire on est branché, ou on est allumé, ou c'est une allumeuse pour les états d'excitation, y compris sexuels, mais pas seulement, vraiment pour le travail, pour la vie. Hein? Il y a des choses qui nous allument, puis d'autres qui nous éteignent. Hein. Je voudrais donner quelques exemples avant de vous laisser réfléchir sur cette petite échelle de mesure de l'énergie humaine. Au niveau de l'apathie, j'ai eu la chance de connaître un grand pilote de chasse, parce que je dis grand, pas parce que c'est fait pour ses faits d'armes, ni c'était un commandant exceptionnel, Richard Aubin, mais c'est par sa résistance, il m'a autorisé à le citer en exemple. Richard a une côté du corps paralysé dû à la maladie de Lou Gehrig. Et il a été mon voisin. On a parfois comme ça dans la vie la chance d'avoir des voisins extraordinaires. Et il m'a proposé, je ne conduis pas, je suis extrêmement myope et je pourrais causer des accidents. Donc j'ai tendance à fuir la responsabilité au volant. Je préfère la déléguer à des gens qui voient bien. Je sais qu'il y a des non-voyants qui conduisent bien, mais c'est-à-dire qui ont comme moi 8 sur 10, mais je trouve que c'est pas suffisant, je ne me sens pas en sécurité. Donc Richard m'a proposé de m'amener aux courses et au IGA. Et je me suis dit, mais mon Dieu, il a la moitié du corps paralysé, et comment on va faire? Et c'est un pilote de chasse donc, qui conduit des avions très capacités, une voiture pour lui c'est un jouet d'enfant. Oui, mais j'ai quand même un ami qui m'a dit aussi, un pilote de chasse brésilien, alors qu'on était en vol et qu'il évaluait ce vol Montréal-São Paulo, que le pilote pouvait se suicider en parlant du facteur humain. Et si Richard décide de se suicider pendant qu'on est dans la voiture? Bon, non, je pense pas qu'il va faire ça. Et puis, je me dis, allons-y. Donc, j'étais un peu tendue. Je suis copilote de Richard, j'ouvre la porte, je l'aide à placer sa marchette dans la voiture. Il s'assoit, il conduit, j'ouvre la porte de nouveau, il sort, il prend sa marchette. Tout se passe merveilleusement bien, on répète plusieurs fois cet exercice, je le vois choisir ses courses au IGA, en s'appuyant sur le chariot, il marche, il prend appui sur le chariot. Quand on est dans la voiture, on est tellement bien, je veux dire, on oublie complètement cette histoire de paralysie parce qu'il conduit, il est capable, je me sens complètement en confiance. C'est un gars extrêmement calme, qui a un flegme superbe. Pour lui, c'est vraiment pas une situation difficile. Et donc, malheureusement, la maladie va avancer, Richard va tomber plusieurs fois, il passe la voiture à sa fille. Et je me demande combien ça a dû être difficile pour ce pilote de chasse d'accepter qu'il ne pouvait plus conduire et de passer sa voiture. Et en même temps, je reste avec cette impression extraordinaire de dépassement et cette impression de résilience ou de résistance. Je préfère le mot résistance parce que résistance, ça va appeler
le groupe, pas simplement l'individuel. Bien sûr, la résilience, c'est un concept fort, travaillé beaucoup par de nombreux psychiatres, mais notamment Boris Cyrulnik, mais je dirais que résistance, ça nous mène plus loin parce que ça va appeler cette force de groupe, cette force du collectif qu'on a parfois de résister au désastre et de ne pas sombrer dans l'apathie. Donc dans cette échelle de capacité, j'ai pu observer que même avec tout le côté gauche paralysé, on peut fonctionner. Et je ne peux pas dire que ce n'est pas possible parce que je l'ai témoigné de cet ami extraordinaire que j'ai, le commandant Richard Robin. Donc aussi le mode veilleuse, le mode pilote automatique, tout le monde le connaît. C'est quand on a oublié ses clés, puis qu'on cherche, on trouve pas les clés, puis elles sont sous notre lit. Ou ses paires de lunettes, ou ses gants, ou son parapluie. Moi, j'ai tendance à être un peu dans la lune, parce que je réfléchis en même temps que je fais les choses, et parfois, mon esprit s'égare, et hop là, comme dirait un autre ami voisin, ici au Québec, où sont mes clés, où sont... Alors, souvent, je fais un petit scan. Ah tiens, mon téléphone est là. Ah oui, mes clés sont là, parce que j'ai tendance à oublier. Alors, donc, le mode pilote automatique, il peut être faiseur d'accidents. C'est important quand on se sent fatigué, qu'on est en situation d'autocontrainte, de se dire il faut que je passe au mode veilleuse. Hein? C'est-à-dire que si on est fortement atteint de fatigue, c'est important de se mettre en veilleuse et de ne pas s'impliquer dans les actions. La veilleuse, la plupart d'entre nous a déjà eu des douleurs, a été malade, a éprouvé ce défi qui est de se lever le matin, de s'habiller, de prendre sa douche, de s'alimenter, c'est-à-dire des choses qui paraissent banales pour la plupart des jeunes qui m'écoutent. Ils se sont levés ce matin, ils se sont habillés, ils ont pris leur petit déjeuner, ils vont à l'école, etc. Bien, ces gestes-là, quand on a un certain âge ou quand on a des maladies, deviennent un défi extraordinaire. C'est-à-dire que se lever, s'habiller, faire sa toilette, prendre son déjeuner, tout ça, ça va demander tout notre petit change, comme on dit au Québec. C'est-à-dire que ça va demander toute notre force de présence. Et passer de l'apathie au mode veilleuse, c'est déjà une conquête. Quand on travaille en CHSLD, on s'aperçoit que pour la plupart des gens qui sont par exemple en situation de grande ou grave maladie, le fait de s'habiller, le fait de manger, le fait d'être à table, le fait de se coucher, le fait de se mouvoir, sont tous des défis et qui ont besoin d'assistance. Et quand une personne est capable de faire ça toute seule dans la journée, avec notre présence, avec l'accompagnement des préposés, c'est déjà extraordinaire. On se dit, waouh, mon Dieu, cette personne va bien, aujourd'hui elle a réussi à tout faire presque sans elle. Hein. Et c'est pourtant un mode qui, je dirais, un mode lent, un mode ralenti, un mode de présence, mais de veilleuse. Puis l'état d'éveil. L'état d'éveil a une longue littérature parmi les yogis, les moines bouddhistes, aussi les chrétiens comme l'état de grâce. C'est cet état non duel, cet état d'intégration corps-esprit. Je pourrais citer ici mon collègue Pascal Galvani qui parle d'attention non intentionnelle. Moi, j'ai énormément travaillé la conscience du non intentionnel. Pascal a ciblé ce moment précis de présence, ce moment d'attention non intentionnelle où nous sommes complètement à nos affaires et où c'est agréable d'être là, de parler, de s'exprimer, comme ce matin où on est bien. Et puis il y a l'état de surexcitation et là j'ai mon mari que je voudrais citer parce que
c'est aussi, lui, un homme qui se dépasse et s'est dépassé souvent dans la vie. Et je vais prendre un exemple qu'il m'a raconté, c'était la nuit. Un chirurgien se lève à Narbonne, plus tard je l'épouserai. Le souvenir de ses réveils au milieu de la nuit le hante encore. Une fois aux urgences, son patient accidenté de la route comptait 12 fractures. Il a opéré debout 10 heures d'affilée. Après la chirurgie, mon mari a enchaîné une journée normale de consultation. Et cela, m'a-t-il dit, lui est arrivé à plusieurs reprises. C'est un état particulier d'excitation où on ne sent ni douleur, ni fatigue, où on est porté par la force d'une vocation. Alors, je veux dire, tout le monde connaît ces personnes un peu extraordinaires qui un jour ou l'autre ont sauvé des vies, hein, que ce soit les pompiers, les ambulanciers, les chirurgiens, les médecins en règle générale pendant cette pandémie. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé au-delà de leur force et qui sont allés bien au-delà de ce qu'ils croyaient être capables de pouvoir. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? On est capable de vivre 1 jour, 2 jours sans sommeil. Et c'est possible de fonctionner et même de bien fonctionner. Le problème, c'est la récupération. Et ces états de surexcitation, qui sont des états où on a toute l'adrénaline, sont merveilleux parce qu'ils nous permettent le dépassement, vraiment. Mais il faut récupérer après. Et après, il faut se mettre en mode veilleuse ou en mode page blanche, comme on a inventé avec mon ami docteur Louise Gagnon. C'est-à-dire, il faut récupérer après avoir passé quelques nuits sans dormir à l'hôpital. Et mieux vaut prendre aussi des bonnes pauses entre une intervention et l'autre et pouvoir refaire son énergie entre un patient et l'autre. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est impossible de dissocier une découverte scientifique, petite ou grande, comme cette table de l'énergie humaine, de la rencontre entre les hommes et les femmes, qui m'ont permis de penser mon travail. Hein. Et sans doute, la personne à qui je voudrais dédier le plus aujourd'hui mon travail, c'est donc le professeur docteur Nicolescu, Bassarab Nicolescu, qui m'a vraiment beaucoup aidée, mais aussi à tous mes voisins, voisines dans cette vie. Je pense à mon ami Normand Lévesque, je pense à Marcel Bastien, je pense à tous ceux que je côtoie à la résidence de Rosemont-les-Quartiers, qui fait qu'on fait le chemin, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer chacun dans notre vie. On fait la route ensemble et on se capacite les uns les autres énergétiquement. Merci beaucoup de votre attention. Namasté, bonne journée et à très bientôt dans un prochain vidéo.